Bonjour, ici Martin Chagnon, directeur des ventes chez Novipro. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans cette série de balados consacrée à la 9e édition du Portrait TI. Comme chaque année, le groupe Novipro a publié en juin dernier son rapport annuel sur l'état du marché des TI au Canada. Durant cette série de balados, nous reviendrons sur les 6 sections clés du rapport et nous inviterons nos spécialistes à commenter ce qu'ils constatent sur le marché. Pour ce balado, j'accueille Michaël Bélanger, spécialiste technique IBM Watsonix, données et IA chez IBM, pour nous parler d'un sujet d'actualité qui est omniprésent dans le rapport, l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Tout d'abord, bonjour Michaël. Bonjour Martin, Merci de te joindre à nous. merci pour l'invitation. On va y aller tout de suite avec la première question. On remarque dans le rapport que plusieurs organisations disent avoir amorcé des projets IA, mais peu les ont déployés à grande échelle. Qu'est-ce qui, selon toi, freine encore cette maturité? Très bonne question. Moi, je vais répondre avec 4 grandes lignes. La première étant, le retour sur investissement est encore flou. Donc, les entreprises mettent en place des mécanismes incitatifs à l'expérimentation autour de l'intelligence artificielle sans nécessairement avoir des indicateurs clairs de valeur ajoutée. Donc, souvent, c'est un type de bac à sable d'innovation qui permet de tester des cas d'usage d'IA où est-ce qu'on explore les capacités avant d'identifier les besoins. Donc, les leaders en maturité, souvent au niveau de l'IA, sont ceux qui sont capables d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus critique. Donc, ça, je dirais que c'est le premier point, la première grande ligne. Le deuxième, c'est que le passage du prototype à la production est souvent complexe. Donc, oui, beaucoup d'entreprises ont des preuves de concept prometteuses, mais plusieurs peinent à les industrialiser. Donc, en partie, il y a une fausse parité entre l'environnement de test et les vrais outils du client. Puis, on pense souvent pas aux défis d'intégration de données auxquels on se heurte dans justement ces environnements-là. Par la suite, les modèles qui sont utilisés sont nécessairement pas toujours optimisés à la tâche. Donc, on a tendance à prendre les gros modèles où est-ce que les coûts souvent explosent en dehors des preuves de concept. Dans la même ordre d'idée, je dirais, il y a aussi un manque de gouvernance de données. Donc, oui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais au centre de cette technologie-là, sans données propres ou de qualité, c'est impossible de tenir des résultats fiables. Donc, les entreprises souvent découvrent en dehors du pilote que 80 de l'effort de l'IA, c'est la donnée. Donc, nettoyage, étiquetage et intégration. Moi, la façon dont je résumerais les raisons que tu m'as données, c'est que ça prend une bonne planification, un bon code d'affaires pour permettre de déployer à grande échelle un projet IA, là. Oui, exactement. Puis tu m'amènes sur un point un petit peu dans cette continuité, c'est que souvent, il manque de champions IA dans les entreprises. Donc, une fois que la solution est implémentée par les services, si c'est une solution qui se trouve à être pro-code et non nécessairement adaptée pour les utilisateurs d'affaires, les entreprises peinent ensuite à maintenir cette solution une fois les services livrés. OK? OK. Intéressant. Peut-être une deuxième question maintenant. Les raisons d'adopter, l'IA ont été identifiées comme étant pour augmenter la productivité, qui reste le numéro un des raisons pour lesquelles, le IA est mis en place. Donc 20 pour le IA, 11 pour l'analyse de données. Comment cela se concrétise-t-il avec les clients que tu rencontres? Oui, donc en fait, il y a ce qu'on appelle les métiers fondamentaux aux entreprises. Donc, toutes les entreprises ont des fonctions comme le RH, le support TI, le support client et bien plus encore. Donc, souvent, dans ces métiers fondamentaux-là, on voit souvent l'automatisation de tâches répétitives au niveau de ces fonctions-là. Donc, au niveau des assistants virtuels internes, où est-ce qu'on est capable de générer des rapports automatiques, des traitements intelligents de documents. On va essayer d'aller chercher un gain de productivité jusqu'à souvent 30 à 40 dans ces fonctions de support-là. Et chaque entreprise ont ces fonctions de support-là, justement. Donc, on parle d'une augmentation du travail humain plus général où est-ce qu'on peut justement augmenter la productivité, pas nécessairement un remplacement.
De l'autre côté, il y a aussi des tâches qui sont souvent plus spécifiques à chaque entreprise selon leur domaine d'affaires. Donc, dans ces tâches-là plus spécifiques, souvent, on vient parler peut-être d'aide à la décision, où est-ce qu'on va informer nos experts métiers, personnalisation et relations clients, donc au niveau de la gestion de nos relations clients, recommandations produits, une segmentation peut-être un petit peu plus dynamique. Puis, comme je dis, toutes ces choses-là vont différer pour chaque entreprise selon leur domaine d'affaires. Puis, c'est là où est-ce qu'on vient inviter les entreprises à un peu réimaginer leur processus et expérience à ce niveau-là, en ayant l'IA au centre de tout ça. Parfait. Merci, très clair. Peut-être une sous-question. Est-ce que tu as un exemple concret où l'IA a réellement transformé la prise de décision ou la productivité d'une entreprise? Oui, on en a plusieurs, mais un cas que je trouve bien intéressant qui souvent va venir refléter la réalité de plusieurs entreprises à travers le monde, ainsi qu'au Québec, c'est l'histoire de IBM, je dirais. Donc, IBM, ayant une grande présence au Canada et plus particulièrement au Québec, a su se démarquer en utilisant sa propre technologie, notamment watsonx, pour vraiment venir faire ces gains en productivité-là considérables et en réimaginant ses processus autour de l'IA. Donc, on est venu changer un petit peu le paradigme d'ajouter de l'IA au processus. Plutôt, on est venu réimaginer le processus avec l'IA au centre. Donc, un bon exemple de ça, c'est Ask IBM. Donc, c'est un système agentique au sein d'IBM qui permet aux employés d'adresser leurs questions et aussi leurs opérations, justement, aux fonctions peut-être un petit peu plus centrales à l'entreprise comme RH, TI, où est-ce qu'on vient automatiser justement nos tâches de tous les jours sans intervention humaine, ou même plus simple que ça, simplement la rédaction de courriel. Donc, on est vraiment venu se transformer la façon dont les employés travaillent. OK. Non, j'ai encore plusieurs contacts avec des collègues IBM, puis la plupart me parlent avantageusement de ce système-là où ils sont capables d'obtenir, sans interaction humaine, des réponses à la plupart de leurs questions, là. Dernière question. Toutes les entreprises qui embarquent dans une approche IA ont peur concernant la confidentialité des données. J'aimerais savoir comment IBM aide les organisations à garder le contrôle, la traçabilité et la confidentialité de leurs données dans un contexte d'IA. Merci pour le point. Un point très important à aborder parce que si on se ramène juste à la première question que tu as mentionnée, plusieurs entreprises peinent à déployer les projets d'IA à grande échelle. Puis souvent, ça vient se rattacher justement au niveau de confidentialité de données, au niveau aussi de la peur, au niveau de la gouvernance, la conformité aux différentes lois qui tranquillement se mettent en place dans l'industrie. Il y a plusieurs façons d'atteindre une confidentialité et traçabilité, autant des données que de l'IA au niveau de l'entreprise. Donc, en partant, il faut instaurer justement une bonne gouvernance, une bonne architecture sécurisée des données. Donc, avant même de parler d'IA, il faut être capable de mettre en place un cadre de données clair, donc classification, droit d'accès, politique de conservation et bien plus, même l'anonymisation en fait. La première partie, je dirais, c'est la donnée. La deuxième, ben, c'est l'intelligence artificielle. Donc, le modèle en soi qu'on vient utiliser, c'est être capable de justement travailler avec des modèles qui sont faits pour l'entreprise. On sort un petit peu justement des applications où est-ce que les gens de tous les jours ont habitude d'utiliser, puis on vient vraiment s'attaquer à une technologie qui est faite pour l'entreprise. Donc, on déploie ces modèles-là internes ou hébergés sur des infrastructures qui seraient sécurisées. Puis c'est là qu'on vient justement jouer avec nos données sans les exposer à des tiers. De l'autre côté, si je finis juste avec le dernier petit point, il y a aussi un travail de sensibilisation à faire au niveau de l'entreprise. Donc, plusieurs sont portés à vouloir utiliser le plus de données possible pour faire en sorte que leur modèle soit le plus performant possible. Mais plus de données ne veut pas nécessairement tout le temps dire meilleur modèle et même peut poser certains risques au niveau opérationnel, au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau de la conformité. Donc, si on se rattache un petit peu à la loi 25, le AI Act qui a récemment aussi sorti. Donc, je dirais que c'est toutes des choses auxquelles il faut faire attention quand on travaille avec l'IA. Parfait. Ben, Michael, merci d'avoir partagé ton expérience et ton savoir avec nous. Je te remercie personnellement et je remercie IBM d'avoir participé à ce podcast et je te souhaite une bonne journée. Ben, merci à Nevpro pour l'invitation.